l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors bienvenue dans ce second épisode de Craquer l'époque avec l'anthropologue Shoura Makarimi. Shoura Makarimi, bonjour. Bonjour. Alors la semaine passée, nous avons parlé des soulèvements révolutionnaires en Iran de 2022 et on voudrait continuer à les réfléchir parce qu'ils nous apprennent beaucoup, ils sont inédits, même s'ils s'inscrivent dans une histoire quand même relativement récente. Et on s'était quitté sur cette idée que c'est une résistance assez affirmative avec ce magnifique slogan « Femme, vie, liberté », d'ailleurs que vous aimez dire, enfin je veux dire, vous dites à un moment donné dans votre livre que parfois en manifestation, on répète des slogans mais qui sont pas très vivants finalement pour nous. Par contre vous, quand vous dites « Femme, vie, liberté », il se passe quelque chose en vous. Quelque chose qui affirme la vie, cette politique vitaliste. Qu'est-ce que ça dit un peu notre époque? Parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'en Iran. Ces appels à la vie, à la densité, on les retrouve un peu partout. Non, vous diriez cela aussi ou... Oui, en fait, c'est vrai que c'est un slogan paradoxal, en fait, Femme, vie, liberté, parce que c'est justement pas un slogan, c'est un anti-slogan. Souvent, on dit, il parle par slogan de quelqu'un pour dire, en fait, il dit des mots tout faits. Donc le slogan, c'est un peu une forme calcifiée de la langue. Et là, au contraire, dans Femme, vie, liberté, étant donné que les liens ne sont pas explicités, c'est presque un haïku, en fait. C'est complètement polysémique. On peut l'entendre de plein de façons différentes. On est justement pas dans le slogan, donc c'est un slogan qui n'est pas un slogan, qui dit quelque chose en fait du mouvement qui est porté par ce non-slogan-là, puisque c'est quelque chose d'extrêmement ouvert. Et je pense qu'en effet, ça vient pointer ce qui se passe en termes d'ouverture dans beaucoup d'autres soulèvements qui ont marqué nos dernières années, qui ont été appelés révolution sur le coup, par exemple, si on pense au Liban, en 2020, ils appelaient ça la révolution, et puis ça s'est arrêté. Notamment aussi beaucoup du fait de l'action violente des milices chiites qui étaient télécommandées de loin par l'Iran. Mais pas que. Ça s'est arrêté, puis ça n'a pas repris même après l'explosion du port de Beyrouth. En Irak aussi, il y avait un soulèvement et une place Tahrir qui avait été occupée. Au Soudan, il y a eu la révolution en 2018. Et puis au Bélarus aussi en 2019. Et il y a eu le Hirak en Algérie. Et il y a eu le Chili qui s'est soulevé en 2019. Et donc en fait, on a en effet cette pulsation insurrectionnelle qui traverse le monde, qui s'arrête à un endroit, qui reprend à un autre, qui est en effet marqué par une jeunesse, qui est marqué par un anti-sloganisme, on va dire, qui est marqué par une vitalité et dont on n'a pas craqué le code, mais dans laquelle on est en train de vivre. Et on vit surtout avec des gens qui les ont vécus, qui ont été fabriqués, qui ont grandi dans ces luttes-là et qui ensuite circulent dans différents espaces. Et je pense que c'est extrêmement important de maintenir leur mémoire pour essayer de puiser dans ce qu'ils disaient pour arriver à faire face au moment de repli auquel on a affaire aujourd'hui, qui est un retour des grilles de lecture géopolitiques et guerrières en fait. Donc, qu'est-ce que les peuples ont dit à ce moment-là? C'est intéressant parce que dans ce Femme, vie, liberté, un slogan qui est un anti-slogan mais affirmatif dans lequel on appelle aussi à libérer les imaginaires politiques. Et nous, c'est une question évidemment qui nous intéresse, et sortir du contexte tout à fait étouffant de l'immuable pour essayer de rêver. Et vous parlez des rêves, et vous dites que d'ailleurs, c'est ce qui vous intéresse, les rêves d'une société. Et justement, comment arrive-t-on à rêver dans un contexte précisément d'effroyable oppression, dans lequel finalement tout est presque interdit quand on imagine en fait une société autre, quoi. Et quels seraient les rêves collectifs de cette époque? Vous en voyez des rêves qui nous seraient un peu communs peut-être? En fait, je pense qu'il y a deux choses. Quand on parle de rêve, il y a l'idéal, l'utopie, justement cette ouverture des imaginaires politiques, parce que en effet, ce qui s'est passé de radical et de révolutionnaire en 2022, c'est que tout à coup, les Iraniens les Iraniennes ont pensé collectivement l'en dehors et l'après-République islamique. Et moi, la discussion que j'ai avec beaucoup d'amies françaises, notamment, c'est de dire il s'est passé quelque chose en Iran à ce moment-là qui ne s'est même pas passé en France et qui ne se passe même pas en France aujourd'hui. C'est-à-dire que les Iraniennes et les Iraniens ont pensé un en dehors du régime sous lequel ils vivaient, alors que nous-mêmes en France sommes incapables de penser cet en dehors et cette sortie du capitalisme néolibéral d'état de droit sous lequel on vit. Donc en fait, là, quelque part, pendant quelques mois, les Iraniennes ont été en avance sur nous. Et donc, il ne faut pas voir ces soulèvements-là comme des espèces de tentatives de la part de populations opprimées qui n'ont pas les mêmes droits que nous en Occident
d'atteindre le même niveau de droit, mais au contraire, il faut le voir comme des trouées qui nous montrent à nous ici qu'il est toujours possible de libérer à un moment son imaginaire politique et collectif. Et par rapport à ça, c'est vrai que la langue est super importante parce que moi, à un moment, je l'écris dans mon livre. Encore une fois, je vais faire référence à ma tante qui a été exécutée en 1982 et qui était une révolutionnaire de 79 et qui, justement, parce qu'elle n'a pas laissé d'héritier et d'héritière, puisqu'elle était enceinte de 7 ou 8 mois quand elle a été tuée, et on ne sait pas ce qu'est devenu son enfant. Est-ce que des bourreaux l'ont adopté, ou bien est-ce qu'il a été tué avec elle, ou est-ce qu'elle l'a perdu avant? Mais en tout cas, elle n'a pas laissé d'héritier. Et pour moi, c'est une question fondamentale, parce que quand on parlait de rêve et d'utopie, on a quand même cette circulation et cette mémoire des espérances et des rêves de futur, qui renvoie à ce que disait Benjamin du travail de l'historien, qui doit s'ancrer dans l'émotion du chagrin, parce que dans cette émotion-là particulière, il se met en résonance avec les rêves de futur de ceux qui ont été vaincus. Donc il ne s'agit pas uniquement, parce que, voilà, soyons un petit peu honnêtes, quand on parle de soulèvement, on parle de que faire avec l'expérience de la défaite aussi. Et donc il ne s'agit pas uniquement de pleurer la défaite ou d'en garder mémoire, pas nostalgie, mais comme une façon de rendre hommage au courage de ceux qui se sont battus, mais il s'agit aussi de rentrer en résonance avec le projet qu'ils et elles avaient, et avec le futur qu'elles espéraient au moment, et pourquoi elles ont donné leur vie. Donc en fait, ça, c'était important, et c'est un héritage. Donc qu'est-ce qui nous reste de la révolution de 78-79 ? Ce qui nous en reste, c'est ce projet révolutionnaire, ce laboratoire du moment, qui n'a pas abouti, qui n'est jamais devenu... Et en fait, c'était un laboratoire, et donc on revient à la question, à ce dont on parlait au tout début de la dernière émission, et qui était l'expérience conseilliste, le shura, la façon de s'assembler. C'est dans ces assemblées-là qu'étaient discutées des possibilités de vie en commun, et des possibilités de partage des choses, de rapport aux propriétés, au monde, à la place du spirituel. C'était la question qui se posait beaucoup en 78-79 en Iran, aux héritages culturels, etc. Je parlais de cette tante-là et de cette révolutionnaire qui avait ses rêves, pour dire qu'elle a laissé un témoignage. Le témoignage qu'elle a laissé, le testament qu'elle a écrit avant une fausse exécution, une exécution simulée qui était une forme de torture, elle en a connu plusieurs. Il racontait sa lutte avec des mots jargon, donc des slogans, des moudjahidines du peuple, qui était l'organisation à laquelle elle appartenait. Et moi, quand je suis venue le lire, des décennies plus tard, j'ai rien compris en fait à ce texte. Et je me souviens de ma colère froide et immense, quand j'ai réalisé que cette femme, cette combattante, quelques heures avant ce qu'elle pensait être sa mort, avait eu une langue qui avait été colonisée, mais asséchée, comme tout à coup la sève quitte le bois qui devient mort, quoi. Sa langue a été asséchée par une idéologie politique. Et je pense que dans Femme, Vie, Liberté, il y a cet héritage de la violence de l'idéologie, et cette façon d'essayer de répondre à cette violence qui passe aussi par l'assèchement de la langue, en inventant, en imaginant des formes de lutte qui justement échappent aux slogans et à cette puissance d'assèchement, de désubjectivation en fait, de l'idéologie. Donc c'est quelque chose qui est totalement expérimental. Et par exemple, dans mon cas, pour revenir à cette question du rêve et des imaginaires ouverts, je pense qu'il existe un lieu qui est à investir. Alors ça va peut-être paraître complètement à côté de la plaque, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes, ces jeunes qui descendent dans la rue et qui luttent. Mais je pense que tout au contraire, et c'est en parlant, notamment en Allemagne, il y a eu des rencontres féministes transnationales l'année dernière qui ont réuni beaucoup de féministes sud-américaines aussi, et autochtones. Et je pense qu'il y a quelque chose à penser du côté de la prise en charge des personnes âgées et des maisons de retraite. Et pour moi, il me semble que c'est vraiment un point de départ tout à fait pertinent pour penser une utopie concrète, puisque c'est un enjeu qui montre concrètement ce que pourrait être une politique féministe, mais même conçue en termes de programme politique, tout simplement. Mais qu'est-ce que le féminisme
en politique et que pourrait être un programme politique féministe. Il se pose la question de la prise en charge et du soin, se pose la question des formes de faire famille ou pas, se pose la question des gestions néolibérales, puisqu'on sait que les maisons de retraite sont gérées d'une certaine façon par des formes de sous-traitance, de rationalisation du travail, etc., qui nous mettent en souffrance, mais aussi bien à l'hôpital qu'à l'université, que même dans l'armée, n'importe où. Se pose la question du rapport à l'environnement, se pose la question se pose en fait la question de nos liens affectifs et de la façon dont les rapports familiaux ont ou pas un rôle à jouer en fait dans les modes d'organisation sociale. En fait, tout est contenu en germe, et je suis absolument convaincue que la principale préoccupation des Français, ce n'est pas l'immigration, c'est la prise en charge de leurs parents âgés. Et on le sait toutes et tous. Et donc, en fait, c'est une question qui nous concerne au plus haut point, de la façon la plus intime, et qui tisse notre quotidien et qui est toujours mise de côté et jamais ramenée au centre. Elle était là un petit peu avant le Covid et pendant le Covid, ce qui nous montre à quel point elle est importante. Et pourquoi est-ce qu'à mon avis, c'est une question importante qui, a priori, peut sembler très peu en fait désirable. On n'a pas envie de parler de ça, on a plutôt envie de parler, je sais pas, d'écologie, mais on peut parler d'écologie en parlant de ça, hein, mais on a envie de parler des corps jeunes dans la rue, etc. Et pas des corps vieux en maison de retraite. Mais en fait, je pense que pour reprendre une réflexion ouverte par Véronica Gago, la philosophe marxiste féministe argentine, c'est une façon d'enraciner dans la classe moyenne et dans vraiment cette classe moyenne globale la radicalité du renversement total de l'ordre des choses. Enfin, une lecture de Croyons à l'arrivée de la saison froide. Alors je vous laisse peut-être nous lire ce poème. Alors c'est un poème que j'ai traduit également du persan, et entre-temps je pense que le titre le plus exact c'est Croyons au début de la saison froide. Be orroze faslesard imon biovarim de Forour Falorsad. Bonjour solitude étrangère, je te confie ma chambre, car les nuages sombres annoncent toujours des versets fraîchement purifiés, et dans le martyre d'une bougie, il est un secret lumineux que connaît bien la dernière et la plus persistante flamme. Croyons au début de la saison froide. Croyons aux ruines des jardins de l'imagination, aux fossiles abandonnés sans usage, et aux graines emprisonnées. Regarde comme il neige. Peut-être la vérité est-elle ces deux mains jeunes ensevelies sous l'averse continue de neige. Et l'an prochain, quand le printemps va se lier au ciel derrière la fenêtre, et que son corps va éclater de tiges vertes et fines, elle fleurira, ô mon ami, mon seul ami. Croyons au début de la saison froide. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce poème ? Alors c'est un poème de Forour Falorsad, qui est une poétesse iranienne qui a beaucoup vécu à l'étranger, et qui a écrit ce poème quelques mois avant sa mort. Elle a eu un accident, un peu comme Camus. Et c'est un poème très long qui annonce où il y a vraiment une prescience un peu presque prophétique de cette fin prochaine. Et justement, il me semblait important moi, j'avais envie de partager un texte, de faire découvrir Forour, et de partager un texte qui n'est pas un raisonnement ou une démonstration ou une suite de phrases qui déploient une argumentation logique, mais justement d'avoir cette respiration-là de tout ce qui peut passer et être transmis aussi en termes de savoir par cette forme poétique qui est un peu paradoxale parce qu'elle annonce, winter is coming. Croyons au début de la saison froide, ça fait beaucoup écho pour moi à l'époque, à la période dans laquelle on vit actuellement. Et en même temps, croyons. Il y a une tension bizarre de nous demander d'investir et de conserver notre optimisme de la volonté, comme dirait l'autre, pour affronter en humain et en humaine cet avenir sombre, cette saison froide dont on sent toutes et tous l'arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est que en Iran, l'année est découpée autrement. L'année commence au printemps, avec l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Et donc la saison froide, c'est la fin de l'année. Alors que l'hiver, en France, par exemple, c'est en janvier, c'est au début de l'année. Donc la saison froide, elle est quand l'année se termine et ensuite le printemps va arriver. On est dans cette perspective cyclique qui fait que les graines
sont pour l'instant prisonnières. Elles sont emprisonnées parce qu'elles sont gelées, mais on sait bien qu'elles vont pousser quand les conditions seront plus favorables. Et ça me fait aussi penser à cet imaginaire iranien, justement persan de la fertilité, de la fertilisation. Donc là, je reviens dans le féminin, mais c'est pas une façon de célébrer le féminin, parce qu'en fait, ramener des expériences sensibles et corporelles comme façon de penser peut se faire à la fois avec des corps de femmes, avec des corps trans, mais enfin voilà, c'est juste sortir de la pensée masculine déjà dans un premier temps. Cette germination, elle est importante, et c'est le sapin de Noël, en gros, des Iraniens pour le Nouvel An, c'est des graines qu'on va faire germer. Et dans cette façon de regarder, en fait, au sein de chaque famille, ces lentilles ou ces blés devenir plantes et germer, c'est une façon de se rappeler de cette puissance de germination. C'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que je le rappelle aussi à un moment du livre, en Iran on est dans un climat assez aride, et quand il pleut on voit des fois des graines qui étaient prisonnières justement de l'aridité pendant des mois et des semaines. Tout à coup elles font une poussée collective, et il suffit d'une pluie de quelques heures pour que 3 heures plus tard on ait un duvet vert qui remplit des espaces qui étaient arides comme ça. Et donc il y a cet imaginaire de la puissance qui est là et qui nous travaille. Donc il me semblait que c'était important d'être lucide et courageux dans notre lucidité, mais avec toute tout ce que la façon dont nous nourrit la pensée de la germination. Alors, sur la question du courage, et notamment dans le fait d'affronter la répression, et notamment la répression du gouvernement iranien, il y a un passage qui m'a beaucoup touché dans votre livre. C'est le moment où vous racontez 2 rêves. Alors, c'est 2 rêves que vous faites pendant que... à chaque fois que vous allez monter votre film Hitch, et ces 2 rêves, en fait, vous instruisent vraiment, vous apprennent sur les mécaniques de la violence. Est-ce que vous pouvez nous les raconter, ces rêves, et surtout ce qu'ils nous apprennent et ce qu'ils nous disent sur les phénomènes de violence? Oui, alors justement, c'était quand vous parliez du rêve tout à l'heure et de la façon de déverrouiller l'imagination en laissant la possibilité de rêver d'autres choses. C'était ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le rêve comme utopie, parfois utopie concrète, idéale, et puis il y a aussi le rêve comme le rêve qu'ont fait les Allemands qui ont été recueillis par Charlotte Berrat dans Rêver sous le Troisième Reich, dans son livre, où à travers cette collection de rêves, en fait, elle est allée... Bon, c'est fait a posteriori, mais elle est allée débusquer la façon dont les Allemands et les Allemandes avaient déjà conscience en 1933 du devenir totalitaire de leur société, et très précisément des techniques et des outils et des pratiques et des discours dans lesquels s'enracinait le totalitarisme nazi. Et donc, il faisait des rêves comme ça de maisons transparentes. Il y avait un juif qui rêvait qu'il avait une pancarte autour du cou. Il était assis à côté d'une poubelle, et la pancarte disait « Si vous voulez, je peux prendre la place de la poubelle ». Et il y avait un directeur d'usine qui rêvait que Goebbels était devant lui et qui lui demandait de faire un salut nazi, et que son bras était trop lourd et qu'il n'arrivait pas à le soulever. Mais tout ça, c'était en 1933. Et donc, en fait, les gens savaient, mais ils savaient dans leurs rêves. La fois dernière, je parlais du tremblement du corps et de la façon dont, dans David Lynch, dans Mulholland Drive, mais dans ses autres films, quand il mobilise le rêve et la texture rêve du réel, en fait, il permet de faire exister, de dire le réel avec une grammaire qui parfois est plus précis et plus aiguë qu'un réalisme absolu. Il va nous donner des indices, il y a une dimension complètement indiciaire, quoi. On se fait détective, en fait, beaucoup dans ces films, mais détective de quoi? On sait pas trop. Et je pense qu'il y a, dans la production de connaissances, il y a cette façon de travailler avec les rêves, que voilà, moi, j'applique à moi-même. Et donc, quand avant chaque session de montage de ce film, qui devait parler de la mémoire de la violence des années 80 en Iran, je faisais un rêve qui, finalement, mis bout à bout, ces rêves-là, ont comme dessiné les cercles de la violence, comme les cercles de l'enfer. Et me disait qu'il y avait plusieurs formes de violence. Et c'est comme s'il m'indiquait à chaque fois ce que je devais essayer de transmettre, ce à quoi je devais être sensible. Le premier rêve était extrêmement sanglant et violent, et mettait en scène, en fait, une tentative de suicide par ingestion de crème dépilatoire. Il se trouve que c'est ce qui s'est vraiment passé, en fait, au moment des assassinats à la chaîne, à la fin des années 90, au début des années 2000. Les réformistes ont pris le pouvoir en Iran, et en fait, ce qu'on appelle l'État profond, le Deep State, en fait, tout l'appareil sécuritaire et militaire qui était enraciné dans l'idéologie théocratique du guide suprême, et qui ne laisserait jamais
le pouvoir à qui que ce soit d'autre, en fait, a riposté en tuant toutes les alternatives possibles, tous les intellectuels iraniens, comme ça, beaucoup d'intellectuels se sont fait assassiner à la chaîne. Et en fait, il y a un agent des services de sécurité qui a quand même été, parce que comme on était dans cette tension réformiste, avec des formes de démocratisation, etc., il y a quand même eu un procès, il y a quand même eu un inculpé, donc qui était un exécutant de base, quoi, et qui s'est retrouvé suicidé dans sa cellule de prison par ingurgitation de crème dépilatoire. Donc en effet, il y a plein de choses qui sont racontées par ce rêve, parce que les télescopages me permettent aussi d'aller ancrer mon analyse de la violence d'État dans cette tension des paradoxes du réformisme qui n'aboutissent jamais. Et c'est ce que j'essaye de développer dans le livre. Et le deuxième cercle, en fait, plus invisible de la violence, c'était un autre rêve qui, contrairement à cette version extrêmement sanglante, en fait, de la violence d'État, dans l'horreur, dans la dimension très gore qu'on voit aujourd'hui à Gaza, par exemple, vraiment, qui peut exister, était une autre forme de violence et qui était plutôt de l'ordre du discours. Et là, on était dans un parc d'attractions du type Luna Park, qui, dans mes souvenirs d'enfance, en fait, était le lieu où, pour de vrai, en fait, les autorités pénitentiaires rassemblaient les familles des prisonniers politiques pour les emmener visiter leurs proches ou bien pour leur annoncer les exécutions. En fait, on avait cette réalité complètement dystopique, des gens qui étaient dans le parc d'attractions et qui s'amusaient, et des familles à côté qui attendaient d'aller visiter leurs proches ou bien qui recevaient la nouvelle d'une exécution, qui faisaient des compensations nerveuses et qui étaient comme ça tabassés des fois ou emmenés par les gardes. Et en fait, moi, à la fois, je voyais ça, et puis ensuite, on allait m'acheter de la barbe à papa et m'amener dans une attraction, le temps d'attendre que mon grand-père, parce que c'était seuls les pères qui étaient autorisés à faire les visites en prison, aller voir ma mère qui était dans les geôles les plus sombres, puisque c'était le centre de détention secret du CEPA, des gardiens de la Révolution, la section 3000, où elle était torturée de façon absolument extrême. Et là-bas, mon grand-père rencontre un des gardiens de la section 3000 qui dit « Mais ta fille est dans la section 3000, arrête de la chercher. » 2 de mes propres fils ont disparu dans cette section et je les ai jamais revus. Et donc moi, quand je lisais ça dans le témoignage de mon grand-père, ma question c'était mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que cet homme-là, il a vraiment perdu 2 de ses fils et il continue à être gardien pour ce pouvoir ? Ou bien est-ce que c'est ce qu'on lui demande de raconter pour effrayer les familles ? Ou bien est-ce qu'il s'est fait gardien pour être plus proche de ses fils ? Enfin, je veux dire, c'est quand on essaye de se poser la question du pourquoi, là tout de suite, c'est le réel qui prend la texture du rêve. Et donc on arrive à une autre dimension du rêve. Et de la même façon, quand on essaye de se dire mais vraiment, on mangeait notre baba papa à côté des listes des exécutés, et les gens qui ont fréquenté le Luna Park me disent qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à côté pour eux. Donc en fait, il y a quelque chose, quand on se pose la question, comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'il est possible que les gens ne sachent pas qu'il se passe ça au Luna Park ? Comment est-ce qu'il est possible que ce gardien de prison ait ses propres fils disparus dans la section 3000 ? La façon dont vont se mettre en place ces expériences paroxystiques en fait du réel, en tant qu'il est infusé dans la violence d'État, et en tant que la violence d'État en fait l'infuse d'états hallucinatoires, comme dirait l'anthropologue Michael Taussig, c'est cette opération-là qui marque notre vivre en société, en fait, en tant qu'humain, nos formes d'organisation collective, et qui, je pense, est quelque chose, anthropologiquement, qu'il faut qu'on essaye pas forcément de décoder, mais au moins de pouvoir dire, en fait, par des mots qui ne soient pas ceux du pouvoir. Je vous cite dans le livre, dans ce rêve, vous dites « Quelques personnes manifestaient devant le parc, elles hurlaient, le visage déformé par la rage, et les sons qui sortaient de leur bouche étaient à peine audibles tant ils étaient aigus. Avant de me lancer dans une attraction, je demandais à l'employé qui était en tenue de milicien pourquoi ces gens n'étaient pas arrêtés. Eux, on les laisse, me répondit-il, détendus et hilars. On les a rendus fous, maintenant, on les laisse dire ce qu'ils veulent en public. Ce sont des repoussoirs, leur vue dégoûte les gens, et c'est ce qui sert notre intérêt. C'est le deuxième cercle de la violence qui me lançait un avertissement. Il y a une façon de rompre le silence qui, à travers le spectacle de la souffrance, sert à faire consentir à ce silence. Le monstrueux et la violence qui caractérise le premier cercle se déplacent des criminels aux témoins. Leur douleur est grotesque, elle trouble l'ordre assis sur le crime. Comment exposer celui-ci sans dégoûter, sans repousser, sans pousser des sons inaudibles. J'ai envie que vous continuiez absolument sur cette idée. Bah oui, c'est exactement ça. C'est le défi en fait. Quand je disais tout à l'heure, ne pas décoder, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on en parle. C'est une philosophe syrienne qui parlait de la façon dont les régimes de cruauté renversent
ou projette le stigma sur les victimes. Et c'est à ça que sert aussi la cruauté. Pourquoi est-ce que simplement on ne supprime pas quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui arracher tous ses ongles? Et en fait, il y a dans la façon d'inviter les familles, d'inviter les camarades à être les témoins de ces formes de cruauté, une façon de se lier les uns les autres. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette... c'est presque horrible à dire d'être intéressé par la cruauté, mais en effet, on voit bien qu'elle a des fonctions. On voit bien qu'elle a des usages, on voit bien qu'elle sert à quelque chose, et on voit bien que c'est aussi elle qui dresse tous ces murs dont on parle. Le mur de la pudeur, le mur du grotesque, le mur de ce stigma et de ce savoir empoisonné dont parle Vinadas, qui réduit au silence, en fait, ceux qui en font l'expérience et qui, du coup, se trouvent dépossédés de leurs moyens de dire la violence qu'ils ont subie. Et pourquoi c'est important de dire la violence qu'on a subie? C'est important de le dire parce que le pouvoir fonctionne sans cesse en renversant les places des bourreaux et des victimes, puisque les bourreaux ont perpétré leur violence pour se défendre, parce qu'en fait, ce sont eux les victimes. Et donc, il y a ce côté-là. Il faut dire la violence aussi parce que, étant donné qu'il y a une généalogie, une filiation dans les perpétrateurs, la mémoire de la violence, en fait, nous donne du pouvoir. Elle nous permet de nous rendre plus puissants pour résister, notamment en reconfigurant les stratégies par rapport à ces techniques de pouvoir. Et puis, il faut le dire parce que justement, il me semble que, on en a beaucoup parlé avec l'historienne Anouche Kunt, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, mais c'est la question du déni comme l'après-vie de la violence. Et la façon dont l'expérience de la violence n'est pas juste ancrée dans un moment où a lieu l'inconcevable, mais les choses perdurent. Il y a un temps long de cette expérience qui est justement celui du déni, c'est-à-dire pour les proches et les victimes et tous ceux qui savent, le fait de vivre dans une réalité qui n'est pas partagée par les autres. Et moi, j'ai grandi avec le savoir / non-savoir des massacres de 1988 dans lesquels a été tuée ma mère. Et pendant très longtemps, moi-même, je l'ai pas su, c'est-à-dire je l'ai oublié, je l'ai pas entendu, je l'ai pas écouté. Donc, je suis bien en mesure de comprendre que ce n'est pas facile. Donc, je n'oppose pas de façon binaire des gens qui savent, qui veulent savoir, qui ont le courage de savoir, qui ont le courage de regarder, et puis tous ces autres qui ne veulent pas savoir, qui sont des lâches, etc. C'est pas vrai. Les choses sont bien plus compliquées que ça. Voilà, parce que moi-même, jusqu'à l'âge de 19 ans, en fait, j'ai pas su. Je me suis arrangée. Ou en tout cas j'ai vécu dans le non-savoir, mais le fait de savoir en fait que tout à coup on vit dans un réel qui est différent du réel des autres, mais on sait bien que c'est notre réel qui est le vrai, et c'est ça qui rend fou, et on a besoin de rectifier cet écart, cette dissonance cognitive, et donc la violence elle passe par la production de cette dissonance cognitive et par le fait de mettre des individus, des personnes en situation, que leur rapport au monde, en fait, passe par cette dissonance-là. Une dissonance qui ne peut pas être... un écart qui ne peut pas être réduit, parce qu'il y a justement le mur de la pudeur et le mur de ce stigmate qui fait que dire certaines choses vous rend monstrueux. Et notre émotion, quand on les dit, peut produire du dégoût. Et de l'aversion ou de la distance. Et donc en fait, comment est-ce qu'on essaye de lutter contre cette dissonance? Je pense que c'est une question qui est importante, et c'est une question qui a été posée par le mouvement MeToo par exemple, parce que dans le contexte des agressions sexuelles, il se passe un petit peu la même chose. Pour moi, c'est un mécanisme qui est analogue. C'est le mécanisme du déni. Et c'est la façon dont l'ordre protège lui-même. Il ne protège pas les victimes, mais l'ordre protège lui-même. Et donc, il se protège d'abord contre toute forme de dérèglement. Et la dissonance, ce savoir de violence dont on est porteur, est avant tout une menace potentielle pour cet ordre-là. Donc en fait, il y a quelque chose, et peut-être qu'éventuellement ça peut passer uniquement par des formes justement de poésie ou d'art, d'arriver à trouver la voie pour le dire. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو الألم نقوم كلنا بالدواء والبرد
من يصارع السقم فلنواصل المسيرة نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحدث سوف يحلو النغم. C'est une chanson qu'on entend dans un hôpital à Gaza. C'est une chanson que moi j'ai aussi personnellement beaucoup entendue en Syrie, aussi dans des hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre choix? Alors c'est une chanson qui s'appelle Saufa Narbaouna, qui a été écrite par un prisonnier politique libyen dans les geôles de Kadhafi et qui est devenue ensuite un hymne de la révolution libyenne, qui a été reprise lors des printemps arabes, qu'on a réentendu en Syrie où la chanson avait un rôle très important, mais ça je me risquerai pas à parler de la Syrie devant vous et qu'on réentend en fait à Gaza à la fois dans des réunions de journalistes et là c'est un groupe de médecins, une équipe médicale de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Bala à Gaza et cette chanson je crois moi je parle pas l'arabe mais cette chanson dit on restera là, on est là, on reste là et on ne bouge pas et on sait à quel point est-ce que le fait d'occuper la place et de rester a été important à Tahrir, en Tunisie, en Syrie et puis aujourd'hui bien sûr à Gaza et c'est une chanson qui me ramène aussi au poème de Forour. Et dans le martyre d'une bougie, il est un secret lumineux que connaît bien la dernière et la plus persistante flamme. Voilà, il me semble que quand je parlais, je crois la dernière fois, des politiques de l'amour, dans la façon dont les affects ne sont pas uniquement des réactions qu'on a à des situations ou des façons de vivre des choses, mais des affects et la façon dont on partage ces affects deviennent littéralement des formes de résistance, c'est-à-dire que ça aussi c'est une grammaire de lutte. Et il me semble que dans cet hôpital, avec ce personnel hospitalier, et là pour moi c'était important parce que on oppose la sauvagerie du Hamas lors du 7 octobre au fait que l'armée israélienne, quant à elle, chercherait à faire le moins de victimes possible et opère des frappes chirurgicales ou pas, peu importe, mais empêcher l'accès des médicaments à des hôpitaux où on est obligé de désinfecter au vinaigre des plaies ouvertes et opérer sans anesthésie des enfants, pour moi c'est de la cruauté, c'est un régime de cruauté semblable à ce dont je parlais tout à l'heure. On est dans des politiques de la cruauté qui passent par d'autres techniques, mais bien sûr que prendre un otage le personnel d'un hôpital et tuer des chirurgiens quand on est un sniper de l'armée israélienne, c'est une politique de la cruauté. On n'est ni dans des débordements, ni dans des dérèglements, ni dans une opposition entre des guerres propres et des sauvages. Et donc en fait dans ces formes de sauvagerie qui ont aussi une grammaire extrêmement diverse à leur disposition, la façon dont on peut y répondre, en tout cas ce qui se développe aujourd'hui aussi, c'est ces façons de faire circuler les images, parce que justement les Palestiniens, les Palestiniennes deviennent aussi les témoins et les photojournalistes et les reporters et les analystes de leur propre expérience, puisqu'il n'y a plus de journalistes extérieurs, donc ils deviennent à la fois les experts et les victimes et les avocats et les témoins. Il y a cette façon d'occuper toutes les places en fait pour occuper la place. Et donc ce sont ces formes de résistance-là qui existent aujourd'hui. Je pense que des génocides, il y en a toujours eu. La question du déni, elle caractérise particulièrement notre présent, mais ce qui se passe aussi en termes de résistance et la façon dont ça nous interpelle ici, comment nous positionnons face à une violence dont elle a été conçue, conceptualisée comme la pire forme des violences, le génocide, et comme une espèce de frontière morale sur laquelle s'est construite notre ordre politique et juridique, c'est-à-dire le plus jamais ça, et le fait d'avoir une architecture en droit international. Et toute cette construction en fait de discours éthico-politique et juridique,
aujourd'hui est totalement ébranlée. Et nous sommes les spectateurs de ça. On est les citoyens à qui ça arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on peut vivre ces images-là ? Comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité ? Non seulement d'être témoin du génocide, mais d'en être témoin à une époque où on sait, mais où le fait de savoir ne change rien, contrairement à toute cette idée qu'on a développée qu'il fallait informer et parce qu'on allait savoir, les choses n'allaient plus jamais se reproduire. Donc je pense qu'il ne suffit pas d'écouter ces chansons, de les regarder et de nous mettre en résonance avec le courage des Palestiniens et des Palestiniennes. Il faut aussi reconnaître la façon dont on a là un lieu d'exil en fait de la résistance politique, un lieu de reconfiguration du politique qui peut-être aujourd'hui ne passe pas justement par les avant-postes des fractions de lutte armées palestiniennes, mais qui passe par ces médecins, qui passe par ces journalistes, qui passe par ces femmes qui essayent de trouver à boire pour leurs enfants. Et la façon dont ils et elles partagent leur expérience et continuent à interpeller le monde, en fait, nous donne une indication depuis où repartir, en fait. Depuis où repartir, justement, on va terminer cet entretien sur cet aspect où je suis admiratif de vos travaux pour toutes les idées que ça fait jaillir, pour tous les éléments de compréhension que ça nous donne, et aussi admiratif par votre courage, votre façon d'affronter ces politiques de la cruauté de notre présent. Vous l'avez fait avec l'Iran, vous avez suivi aussi de façon très très proche la guerre en Ukraine, et vous continuez. C'est-à-dire que le déni, on pourrait être accablé, on pourrait à un moment donné se dire voilà, je me dégage de l'histoire. Vous dégagez pas d'histoire, et demain, qu'allez-vous faire justement comment vous allez continuer à affronter l'hiver qu'est le nôtre en ce moment ? En fait, j'aimerais écrire un peu plus en détail sur cette question des politiques de l'amour. Et une chose dont j'ai pas parlé, mais qui je pense est vraiment importante, c'est aussi l'héritage des mouvements de lutte pour l'égalité des droits afro-américains et des luttes contre la dimension raciale en fait du capitalisme. Tout ce que ça a apporté à notre contemporain. On voit comment le mouvement Black Lives Matter, par exemple, a littéralement influencé le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et je veux dire, ça a été dit dès le début, hein, dès les premiers moments, le parallèle a été fait entre Gina Marsa Amini et George Floyd. Et les féministes afro-américaines sont celles qui ont forgé les mots Black Lives Matter quelques années avant la mort de l'assassinat de George Floyd. Et ce sont elles qui ont pensé la question de l'amour révolutionnaire, hein, Revolutionary Love, qui est vraiment un terme qui a été travaillé par ce mouvement-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller reprendre ici, à aller lire et écouter pour le mettre en résonance avec ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, notamment au Kurdistan, notamment justement tout ce mouvement Jinjan Azadi et la façon dont le féminisme aujourd'hui, en tant qu'il est déprise en fait des binarités, des oppositions amis-ennemis, des oppositions guerre-paix, des alignements stratégiques. En tant qu'il est tentative de déconstruire en fait ces grilles de lecture et d'action, il peut aussi nous apporter une boussole pour nous situer dans cet hiver qui s'en vient, où on nous demande en fait de nous aligner avec le moindre mal face à un autre mal, de nous aligner avec l'Iran contre Israël, de nous aligner avec l'Ukraine, contre la Russie, ça c'est pas bien difficile, mais de nous aligner peut-être avec la Russie contre les États-Unis, etc., etc. Donc je pense que le défi auquel on a affaire, c'est comment ne pas s'aligner. Merci beaucoup, Sharon Makarimi. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.